nous allons maintenant avoir une présentation de Darag Duffy, qui dirige l'immunité d'immunologie translationnelle à l'Institut Pasteur. Donc Darag a déjà fait des études très intéressantes pour montrer l'importance de la réponse interféron très précocement dans le Covid aigu, et puis est spécialiste des études sur des grandes cohortes pour identifier les paramètres qui conditionnent la variabilité de la réponse immune. Et donc aujourd'hui, il va faire l'effort méritoire de nous faire une synthèse des mécanismes physiopathologiques proposés dans le Covid long. Merci Lisa. Bonjour à tous et tous. Je suis immunologiste à l'Institut Pasteur. Notre équipe s'intéresse à comprendre la variabilité dans la réponse immunitaire, donc les causes et les conséquences. Et bien sûr que le phénotype de long Covid rentre dans cette thématique. Mais je ne vais pas présenter le résultat de notre labo aujourd'hui. Malheureusement, pour l'instant, nos résultats ne sont pas très clairs sur ce sujet. Donc, je vais faire un résumé sur cette question. L'évidence de réponse immunitaire antivirale persistance dans le Covid long. Donc, je pense que cette audience comprend bien que le Covid long, c'est une condition fréquente et complexe avec des symptômes très divers qui arrivent après une infection aiguë par le virus SARS-CoV-2. Donc, la physiopathologie se résume souvent à une réponse immunitaire trop active. Donc, la vraie question, c'est de savoir pour nous, qu'est-ce qui conduit cette réponse immunitaire dérégulée. Donc, une hypothèse, c'est le virus résiduel qui est à l'origine d'une activation immunitaire qui continue et qui dirige ces symptômes divers. Donc, on peut adresser cette hypothèse et regarder les données et les résultats qui sont en lien avec cette hypothèse. Donc, le premier, c'est détection de le virus après la résolution de l'infection aiguë. On a déjà vu des résultats qui confirment ça. Le deuxième, c'est détection de le virus de préférence chez les patients COVID long. Le troisième, la preuve d'un dérèglement de réponse immunitaire chez les patients COVID long au niveau de réponse immunitaire innée, donc la première réponse après une infection. Et le quatrième, évidence de dérégulation immunitaire chez les patients COVID long adaptive ou une rupture de tolérance, donc dans la réponse auto-anticorps. Donc, je vais présenter des études dans cette 4 axes avec un phénomène, un lien vers le traitement. Donc, le premier, je dis, c'est le plus clair, c'est détection de virus après une infection aiguë. Donc, ça, c'est une étude sur des autopsies de 44 patientes. Et sur le graphe, chaque colonne, c'est un patient individuel. Et sur l'axe Y, c'est des différents tissus qui étaient examinés par le séquençage. Et le couleur clé, c'est le niveau de virus qui est détecté. Donc, sur la gauche en haut, tu as le tissu respiratoire, donc tu vois beaucoup de rouge. Mais en fait, dans tous les tissus que cette équipe ils ont regardé, ils ont trouvé le virus un peu partout. Et la ligne verticale noire, c'est le subgenomic RNA. Donc, c'est évidence d'une forte évidence de le virus actif qui réplique dans tous ces tissus. Donc, je pense qu'on a une bonne évidence de beaucoup d'études que le virus peut infecter beaucoup de différents tissus et qui peut être détectable très long après l'initial infection. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'on a de l'évidence préférentielle que cet virus est plus existant dans le patient long COVID? Donc, cet article, c'est, je pense, l'évidence, une des les plus fortes, c'est une équipe en Belgique qui est récemment publiée. Donc, ils ont utilisé une technique qui s'appelle nanostrings, donc c'est une forme de digital gene expression. À gauche, en rouge, vous voyez le patient long COVID et le contrôle, c'est en vert à droite. Et chaque colonne, c'est un différent gène de le virus. Et on voit clairement qu'elle a plus de virus détectés. Et ça, c'est dans le sang circulant. Donc, c'est vraiment complémentaire à l'étude précédente et montre significativement plus de virus dans le sang des patients COVID long. En plus, il détecte, donc la première colonne à gauche, c'est des RNA antisense. Donc pareil, c'est geste fortement que c'est des virus actifs qui répliquent chez cette patient. Donc dans chaque étude, j'ai mis les tailles de la cohorte parce que c'est important pour
pour avoir confiance dans le résultat qui est présenté, parce qu'il y a pas mal d'études qui sont faites avec des petits effectifs qui nous aident pas trop. Donc ça, c'était au niveau RNA, mais pour vraiment monter le virus actif, c'est mieux de monter le protéine. Donc cette étude, c'était fait par une équipe américaine. Ils utilisent une technique de digital ELISA, donc c'est assez très sensitive, pour détecter le protéine spike de le virus. Donc tu vois sur le premier graphe en haut, le rouge c'est le long COVID et le rouge c'est le niveau de spike dans le plasma. Et en bas c'est le N, le nucléotide protein, ils n'ont pas détecté. Donc cette publi a montré beaucoup d'espoir pour avoir un biomarqueur de détecter le long COVID, mais il n'était pas vraiment répliqué. Nous, on a essayé, parce qu'on utilise cette technique dans notre labo, et on a trouvé le même anticorps, mais on a des questions sur la spécificité de cet anticorps qui était utilisé pour détecter le spike. Donc, on pense qu'il y a un risque de non-spécification dans cet assay. Il y a une autre équipe qui essaie de faire la même chose, mais ce n'était pas répliqué. Donc, il ne détecte pas une élévation de spike dans la patiente avec des symptômes de long COVID en comparaison avec le contrôle qui était infecté, mais pas de symptômes. Mais pareil, tu vois le niveau de taille effective dans le groupe de contrôle. Ils ont un groupe de 2 contrôles qui est vraiment pas solide comme étude. Donc, on montre qu'au niveau RNA, il y a beaucoup de virus qui est détecté performant chez la patiente avec un COVID long. Et cette étude, c'était un peu rétrospective. Ils ont identifié dans une grande cohorte en Angleterre, ils ont détecté des individus qui avaient le virus persistant, donc par séquençage. Et après, ils ont regardé le self-reporting des symptômes long COVID. Et on voit le colonne tout à droite, un odds ratio qui est élevé pour avoir des symptômes de long COVID dans des individus où le virus est persistant. Donc, je pense qu'on peut conclure que le virus est vraiment impliqué dans la présence de long COVID. Donc, la prochaine question, c'est la réponse immunitaire. Donc, s'il y a un virus qui persiste, on a une hypothèse qui peut détecter la réponse innée immunitaire, en particulier la réponse type 1 interférent, qui est la réponse plus forte contre des virus, qui est vraiment impliquée et importante pour la première réponse aiguë. Donc, si le virus est là, qui reste, normalement, on doit détecter une réponse interférente qui est élevée chez le patient long COVID. Donc, cette étude, ils ont regardé spécifiquement dans le monocyte circulant au niveau single cell, et ils ont identifié des gènes qui s'appellent des ISG, donc c'est des gènes qui induisent après stimulation par type 1 interférent. Et c'est une façon de regarder cette forme de réponse immunitaire. Et ils ont vu qu'il s'était élevé dans le monocyte des patients long COVID en comparaison avec le COVID aigu. Mais il y a des autres études qui moins convainquent que cette étude. Donc, un exemple, c'est à droite, c'était chez les enfants avec des symptômes long COVID. Donc, je sais bien que ce n'est pas toujours le même que les adultes. Mais là, il montre en augmentation ou en diminution des interférents avec la fonction des âges. Donc, c'est vraiment pas clair pourquoi tu as une augmentation ou une diminution si tu fais un cut-off dans ton cohorte plus ou moins 11 ans. Donc, je vais finir dans les 2 minutes sur des auto-anticorps qui soulèvent beaucoup de tension comme un facteur pathologique. Donc, cette première étude par un groupe aux États-Unis n'a pas montré de différence dans les anticorps globaux chez des patients long COVID. Ils ont testé 6000 auto-antigènes. Mais plus récemment, il y a un preprint qui sortait, donc ce n'est pas encore passé le peer review. Mais quand ils ont fait la même approche, mais plus spécifiquement sur la patiente avec des symptômes neurologiques et plus spécifiquement sur des auto-antigènes exprimés dans le central nervous system, ils ont vu une augmentation des auto-anticorps contre des protéines trouvées dans le CNS. Donc la question vient de est-ce que cet auto-anticorps existe avant l'infection ou est-ce que c'est une cause de l'infection? Et c'est encore un preprint, mais ça montre des résultats très intéressants. C'est une étude longitudinale
Donc, ils ont des échantillons avant et pendant la première infection et après. Et ils ont vu l'arrivée des auto-anticorps contre beaucoup de différentes protéines et une augmentation de certains auto-anticorps dans les patients qui développent des symptômes de long COVID. Et ils ont même répliqué certains de cette cible d'auto-anticorps avec des patients avec des symptômes neuro-COVID. Donc, c'est encore un preprint, mais c'est assez prometteur comme résultat. Et juste pour finir avec un vue sur le traitement, j'ai regardé dans clinicaltrials.gov. Il y a 2 études en cours qui veut tester la technique d'immunoabsorption. C'est une façon d'enlever les anticorps, inclure les autres anticorps de la patiente. Donc, c'est encore, mais j'ai trouvé une preprint encore, donc pas encore peer-reviewé. C'est des résultats intermédiaires sur 10 patients. Ils ont identifié 7 patients qui définissent comme répondeurs. Basé sur le graphe à gauche, c'est le niveau de physical function. Donc, tu vois l'augmentation dans le score de physical function dans le 7 de 10 patients qui étaient traités avec cette approche des immunoabsorption. Donc, juste pour conclure, je pense qu'on n'a pas de temps. Je vais laisser mes conclusions sur le diapo et vous pouvez lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Darag, d'avoir fini à temps et de permettre la discussion. Il y a déjà une question au fond là-bas. Et désolé pour mon accent, je fais un effort. Bonjour, Nicolas Barésien. Donc moi, je suis médecin rééducateur clinicien. Donc moi, j'ai envie d'essayer de faire une petite synthèse un peu des 4 intervenants. Est-ce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que le virus est neuro-invasif chez l'homme, qu'il persiste dans certaines cellules humaines, les macrophages alvéolaires. Donc ça, on a sur le terme qui est souvent utilisé de persistance virale. Et puis, il y a réactivation virale. Moi, je voudrais éventuellement tu nous expliques un petit peu plus comment tu vois les choses, parce que dans la réactivation virale, il y a la synthèse à nouveau de virus à partir de l'ARN. Là, les études que tu nous montres semblent dire que oui. Et puis, il y a aussi, ce qu'on constate beaucoup en clinique, l'augmentation de sécrétion d'anticorps pour d'autres virus, autres virus que l'on n'identifie pas, mais dont on voit la réactivation de la production d'IgG en particulier. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est évident que le virus il est actif, mais je pense qu'il y a encore une question sur est-ce que tout le phénotype qu'on voit dans COVID long, qui est assez divers, est-ce que tout est contre le virus? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas, parce qu'il est trop divers. Et le dernier article que j'ai monté, il montre une dysrégulation en perte de tolérance pendant l'infection aiguë. Donc, je pense que ça peut être un driver de le phénotype, mais peut-être dans les autres patients, il y a une réponse immunitaire contre le virus qui est menée en même temps. Donc, c'est pour ça que nous, on a cherché la réponse anti-interféron pour être évident, c'est vraiment une réponse antivirale. Et le résultat là, ils sont pas clairs. Et dans notre labo, pour l'instant, on n'a pas d'évidence d'une réponse anti-interféron qui est augmentée chez le patient long COVID. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent dans certains patients. Je pense que ça, c'est la vraie complexité de COVID long. Il y a une question devant. Une question très courte. Il y a pas mal de papiers qui sont sortis qui associent quand même aujourd'hui le fait d'avoir eu un Covid, alors c'est pas forcément le Covid long, mais avec des pathologies auto-immunes qui augmentent en incidence. Oui. Et là, il y a un papier qui est encore sorti qui, on va dire, enfonce un peu le clou. Alors, c'était pas forcément l'objet, mais c'est quand même intéressant parce que moi, je suis pas mal de patients qui ont un Covid long et qui, quand on justement fait la démarche diagnostique, on trouve une polyarthrite rhumatoïde, on trouve un lupus, on trouve un Gougerot sur graine, etc. Et à mon avis, là, pareil, il y a un angle mort qu'on n'a pas encore exploré et qui est d'autant plus important que le diagnostic de Covid long, c'est censé avoir éliminé d'autres pathologies explicatives. Or, quelqu'un qui a un lupus qui n'est pas traité, enfin, je veux dire, il peut avoir plein de symptômes qui peuvent chevaucher un petit peu. Donc, je voulais un petit peu votre regard là-dessus et voir un peu ce que vous en pensiez. Je pense que l'augmentation de risque globalement de maladies auto-immunes après une infection aiguë avec COVID, je pense que ce n'est pas spécifique à COVID. Il y a des autres résultats, des études qui montrent des affections graves de n'importe quoi peut dysréguler la réponse immunitaire.
là, on voit, je pense, après la pandémie, où tout le monde était presque affecté avec le même virus sans avoir de mémoire ou de réponse immunitaire, on voit une augmentation de ce phénomène. Donc, je pense qu'il y a deux choses en lien. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'accord. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de réponse encore aujourd'hui définitive, mais à mon avis, c'est un sujet important. Pour continuer sur les auto-anticorps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études en ce moment qui font redémarrer l'hypothèse d'un rôle de l'auto-immunité. Tu as montré un des préprints qui est très intéressant parce qu'il suggère quand on concentre les immunoglobulines des patients et qu'on les injecte aux souris, on induit des symptômes neurologiques. Et après, donc c'était intéressant de voir qu'il y a des tentatives d'immunoadsorption. Ouais. Je me posais une question, est-ce que, peut-être naïve, est-ce que l'immunoadsorption, ça peut permettre d'enlever les auto-anticorps qu'il y aurait dans le cerveau, c'est-à-dire en intratécal? C'est possible, ça? C'est une bonne question. Peut-être il y a plus des experts dans la pièce qui peuvent répondre à ça. Les auto-anticorps dans le cerveau, est-ce qu'ils sont circulants ou pas? C'est une bonne question. Peut-être le modèle animaux peut répondre mieux à cette type de question. Alors, il y a une dernière question ici. Juste un commentaire. Dans les observations en fait, qui sont faites, il y a un certain nombre de travaux qui ne regardent pas nécessairement les cellules, mais qui montrent en fait, qu'il y a une disbalance en fait, dans la nature des interférons de type 1 ou de type 3, qui suggèrent en fait, une persistance virale. Et si on fait le lien avec les maladies auto-immunes, en particulier chez les femmes, il y a un lien sous-jacent de l'interféronie dans les maladies lupiques et les déclarations. Donc peut-être que ce n'est pas forcément une association, mais peut-être que c'est un facteur confondant qui va favoriser le terrain du développement secondaire de ces pathologies chez les femmes plus particulièrement. Donc, merci. Oui, l'interféron certainement, et la pathologie secondaire, ou en tout cas les troubles secondaires. Bien. Alors, merci. Alors, il y a un commentaire en ligne, en fait. Je résume, pas mal de patients qui remercient beaucoup les intervenants de cette session, en fait. Et il faut aussi que le message, en fait, que vous avez, les constatations, en fait, ça diffuse aussi auprès des médecins, en fait. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Et après, il y a aussi pas mal de patients qui expriment leur intérêt aussi de participer à ces études. Voilà. Donc, super. Et j'ajouterai un point. Donc, vous voyez que les mécanismes proposés sont encore divers et on n'a pas eu le temps d'évoquer, comme le souhaitaient les organisateurs, le lien entre Covid long et les autres syndromes post-infectieux, en particulier MECSF. Donc, j'espère que ça pourra être discuté lors de la table ronde de cet après-midi, qui évoquera aussi la physiopathologie. Je vous remercie.